Bienvenue à Info IPS, votre balado santé vulgarisé par nous, les infirmières praticiennes spécialisées. Je m'appelle Valérie Saillant. Et moi, Kim Provencher. Aujourd'hui, Valérie, on parle d'un sujet qui fait mal. On parle de la douleur chronique. Oui, la douleur chronique. Et pour nous en parler, on reçoit Sophie de la Sablonnière, qui est infirmière praticienne spécialisée en algologie. Et oui, c'est une algologiste, donc c'est une infirmière praticienne experte en gestion de la douleur. Ça va être un sujet super intéressant. On va parler des différentes options pour gérer à la maison. On va aborder les mythes par rapport à ça. Donc, ça va être une très belle discussion. Bonne écoute. Ce balado santé vous est présenté par l'AIPSQ avec le soutien de l'École des sciences infirmières de l'Université de Sherbrooke, de la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal, des programmes d'IPS de l'Université du Québec à Rimouski, ainsi que du département des sciences infirmières de l'Université du Québec en Outaouais. Les renseignements partagés dans ce balado ne remplacent pas l'avis d'un professionnel de la santé. Sophie, bienvenue à Info IPS. Hey, merci beaucoup. Merci pour l'opportunité. Très, très, très heureuse d'être ici aujourd'hui avec vous. Merci de prendre le temps de venir parler d'un sujet que je pense que tout le monde peut-être connaît quelqu'un dans son entourage qui souffre de douleurs chroniques. C'est méconnu. Puis, Sophie, tu es infirmière praticienne spécialisée en douleur chronique. Mm-hmm. Avant qu'on parle un peu de la douleur, parle-nous de ton parcours infirmier. Oui, bien en fait, mon parcours un peu particulier dans le sens que quand j'ai commencé, j'ai fait ma technique infirmière. On m'aurait dit que 15 ans après, je serais IPS en douleur chronique. J'aurais fait non. J'ai fait ma technique. Mon but, c'était d'être avec les gens, d'aider les gens. J'aime beaucoup les relations humaines, puis le corps humain. Fait que je me disais, bon, c'est intéressant. Fait que j'ai fait ma technique. J'ai trouvé ça, j'ai aimé ça. Puis j'ai commencé à travailler, puis mon désir d'aider a continué à grandir. Je me suis dit, bon, je vais continuer, je vais aller faire le bac. J'ai appliqué au bac, j'ai fait le bac, puis la maîtrise d'IPS existait. On entendait parler des IPS principalement en première ligne, avec cardio-néphro. Puis c'était pas des domaines dans lesquels je travaillais. Moi, j'étais en soins palliatifs pendant que je faisais mon bac. Donc, les soins de fin de vie. Soins de fin de vie, oui, que j'aimais beaucoup. Et de là, le désir d'aider, d'avoir plus d'autonomie a pris encore plus de place. Et la maîtrise d'IPS SA, je pense que ça faisait 2 ans que le programme existait. Je me suis dit, bon, ben let's go, on y va. Fait que j'ai fait ma maîtrise d'IPS SA. Adulte, qui est en soins spécialisés aux adultes. Soins spécialisés aux adultes. Donc, on a vraiment touché très large là, dans la pratique. Puis, surprise, à la fin de ma maîtrise, moi, j'avais fait mes stages dans un hôpital. Puis, j'avais tellement aimé le milieu. On se rappelle que l'idée, c'était d'aller en soins palliatifs. Il n'y avait pas de poste en soins palliatifs, mais il y avait un poste en douleur chronique. Je me suis dit, bon, bien, pourquoi pas? Fait que, je connaissais la douleur. Je me disais soins palliatifs, je connais l'évaluation de la douleur. Les infirmières, on utilise le PQRS-TU. Je me disais, bon, je connais ça. Et là, je suis entrée dans ce monde-là. Puis, il n'y a pas de retour en arrière. Ça fait 3 ans maintenant que je fais ça à temps plein. C'est un monde... tantôt, je me souviens plus qu'est-ce qui était méconnu. Mm-hmm. J'ai envie de dire mal aimé. La douleur chronique, c'est un peu tabou, c'est mal aimé, mais je trouve ça... j'ose utiliser le mot fascinant. Ouais. J'ai déjà dit ça à des patients, puis ils m'ont dit, ben là, ouais. je trouve pas ça fascinant, moi, de vivre avec. Mais c'est un phénomène qui est très complexe, qui nécessite d'accompagner la personne dans son entièreté, en fait. Donc, je retrouve un petit peu cet accompagnement-là que j'avais en soins palliatifs aussi. De prendre la personne dans sa globalité, on va en parler un petit peu tantôt, mais tu sais, la douleur, c'est vraiment un phénomène biopsychosocial. Ouais. Donc, oui, on se concentre sur la douleur, qu'est-ce qui l'augmente, qu'est-ce qui la diminue, qu'est-ce qui la cause, mais il y a énormément de choses aussi autour qu'on se doit de regarder. Donc, voilà. Ça va être super intéressant d'en parler parce que souvent, en fait, tu me parlais que quand les gens arrivaient pour te voir, c'est qu'ils avaient déjà essayé presque tout. Oui. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui reste à faire, puis comment est-ce que tu jongles avec tout ça? Ça va être intéressant d'en parler. Puis
pour terminer aussi, t'es une athlète, t'aimes le sport, t'es impliquée. Oui. On va en parler de l'impact puis du bénéfice de bouger dans la gestion de la douleur chronique. Mais je tenais quand même à souligner que tu trouves un équilibre dans ta pratique, puis aussi de bouger pour toi, c'est important, puis de prendre soin de toi. Fait que c'est super intéressant. Alors, on commence avec notre tradition. Nos vrais ou faux. Nos vrais ou faux. Alors, on part ça. Lorsque nous avons de la douleur depuis longtemps, c'est forcément parce qu'une blessure qui n'a pas guéri du tout. C'est faux. Si on voit rien à l'imagerie comme l'IRM ou les échographies, les radiographies, c'est que la douleur est dans notre tête. J'ai envie de dire faux et vrai. On va développer tantôt, mais ouais, il y a un petit bémol. Bouger quand on a mal, c'est dangereux ou ça va aggraver ma douleur? C'est absolument faux. Les médicaments sont la seule solution contre la douleur chronique. Absolument pas. C'est faux. Une que je trouve bien intéressante, c'est la douleur chronique peut modifier la façon dont le cerveau fonctionne. C'est vrai. Oui. OK. J'ai hâte de savoir ça. C'est la partie fascinante, je trouve. OK. La douleur chronique touche seulement les personnes âgées. C'est faux. Là, je sais qu'il y en a tout plein, là, mais mettons, est-ce qu'il y en a un qui revient un peu plus souvent, un mythe dans ta pratique? Celui que je vois le plus, c'est mon médecin ou mon IPS m'a prescrit des antidépresseurs pour ma douleur. C'est parce qu'il pense que je suis fou, puis il me prend pas au sérieux. Ah ouais. Ouais, on l'entend souvent. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup... Les antidépresseurs sont une molécule qu'on utilise. On en reparlera tantôt, mais... c'est une classe de médicaments, classe mais de essentiellement, le mécanisme d'action a une utilité pour gérer la douleur, mais ce n'est pas dans un but de santé mentale nécessairement. Ouais. OK. Il existe plusieurs sortes de douleurs, en fait. Là. On parle souvent de la aiguë et de la chronique. Mm-hmm. Tu veux-tu nous parler un peu comment on va les différencier? Oui, mais en fait, une douleur aiguë, j'ai envie de dire que le monde médical, le système de santé, on est très bon avec la douleur aiguë. Hein. C'est quelque chose qui vient d'arriver, c'est une fracture, un traumatisme. C'est une douleur qui peut être intense, puis qu'on va traiter avec différents médicaments, différentes choses, un peu de repos. Mais quand elle perdure dans le temps, puis qu'elle dépasse 3 mois, mais là, on va parler de douleur chronique. Une douleur qui va se chroniciser dans le temps. Et plus elle se chronicise, plus il y a des modifications aussi au niveau du système nerveux et du cerveau. C'est quoi la douleur? C'est quoi une douleur? La douleur, à la base, c'est essentiel à la survie. On a besoin de la douleur pour savoir qu'il faut enlever notre main de sur le rond parce que c'est chaud. C'est une perception. Oui, c'est une perception. C'est très subjectif. C'est propre à chaque personne aussi. Mm-hmm. Puis c'est ça qui est difficile aussi. Ça varie d'une personne à l'autre. Exactement, on ne peut pas la voir non plus. Donc, tu sais, la douleur, c'est subjectif. On la caractérise souvent. Tu disais qu'il y avait différents types de douleurs. Il y a des douleurs qui sont... pour dire quelque chose, neurogène, donc ils viennent plus des fibres nerveuses. Il y a des caractéristiques de cette douleur-là. C'est plus comme une sensation de brûlure, un élancement. Puis pour ceux qui auront été patients, ou qui ont bénéficié des soins de santé, on vous questionne sur quelle est la sensation que vous avez, comment elle se présente, combien de temps elle dure, parce que c'est tellement subjectif qu'il faut essayer d'avoir le plus d'informations possible pour peut-être s'orienter. Donc, quels sont les différents types de douleurs avec lesquels tu travailles? En fait, il y en a 3. La première, celle qu'on connaît bien, c'est la douleur nociceptive. Donc, je me cogne un doigt. Il va y avoir des terminaisons nerveuses qui vont capter ça, envoyer le signal jusqu'au cerveau. Le cerveau va l'analyser, puis on va avoir différents comportements. Puis le cerveau va avoir une capacité aussi à diminuer la douleur. Là, je m'écarte, en fait. Fait que douleur nociceptive, c'est ça. C'est une lésion à un tissu, un muscle, un os, un organe. Ensuite, on a la douleur neuropathique, qui, elle, est une lésion au niveau d'un nerf. Donc, c'est une douleur qu'on va souvent décrire comme une brûlure. Je pense, exemple, à quelqu'un qui a une hernie discale, mais va sentir, s'il y a une atteinte à la racine, peut sentir vraiment une ligne qui descend dans le bas du dos, dans la jambe, dans la fesse, sous forme de brûlure, de poignard. C'est très difficile aussi pour les gens
décrire leur douleur. Tu sais, Ouais. quand je leur demande, comme, ben, ça fait mal, Ouais. mais comment? Est-ce que ça brûle, ça pince, ça élance, ça tire? Puis ça peut être très variable, ça peut être toutes ces réponses, ça peut Elle être peut changer, aucune, elle là. peut changer, absolument. Puis le dernier type de douleur qu'on a, qui, elle, moi, j'avais jamais entendu parler de ça avant d'arriver en douleur chronique, avant de faire le micro-programme que j'ai fait, c'est la douleur nociplastique ou douleur neuroplastique ou centralisée, c'est tous des synonymes. Et c'est là qu'on voit les changements au niveau du cerveau. Dans le fond, c'est un petit peu c'est un dérèglement au niveau du système nerveux où le système nerveux va venir percevoir des sensations désagréables comme étant de la douleur. Et on peut pas... Tu sais, je peux pas regarder une personne et dire, ben Valérie, toi, ta douleur, c'est 10 nociceptif, Ouais. 5 neuropathique, puis le reste, c'est tout du nociplastique. Ouais. On peut pas faire ça comme ça. Par contre, il y a des études qui ont montré qu'avec le temps, donc quand la douleur se chronicise, elle devient de plus en plus nociplastique et de moins en moins nociceptive ou neuropathique. On le sait que des nerfs, bien, ça prend du temps, mais ça finit par se régénérer. Ouais. Même chose pour la peau, les os, les tendons. Mais quand c'est bien appris dans le cerveau, il y a une bonne capacité à apprendre les choses. C'est le fun, ça nous sert. Dans un contexte de douleur chronique, c'est un petit peu moins utile. Si on fait un IRM fonctionnel, puis ça, on le fait pas pour diagnostiquer, là, c'est fait dans des contextes de recherche. On veut voir comment le cerveau réagit, fait qu'on voit différentes zones du cerveau qui allument un petit peu. La douleur, c'est pas une zone dans le cerveau. Ah. Fait que quand quelqu'un vit la douleur, on voit différentes parties du cerveau qui vont s'allumer, notamment la région du cerveau qui est responsable des émotions. Ça passe beaucoup par là aussi. La mémoire, l'apprentissage. Donc, ils ont fait beaucoup de recherches qui montrent, c'est ça, c'est l'IRM fonctionnel, la façon dont le cerveau réagit quand on vit une douleur va changer et va se transformer. Est-ce qu'on sait après combien de temps, puis j'imagine qu'en posant la question, j'y réponds, tu sais, c'est tellement variable d'un individu à l'autre, mais est-ce qu'on sait après combien de temps à peu près on peut s'en aller vers une douleur qui est neuroplastique ou, tu sais, la chronicité de ça? Il n'y a pas... Tu sais, on dit, 3 mois, c'est de la douleur chronique. Est-ce qu'à partir de 3 mois, on est déjà dans le neuroplastique? Est-ce qu'on est toujours dans le neuroplastique? C'est difficile à dire. Ouais. Les études qu'ils ont faites sur les lombalgies, justement, avec des IRM fonctionnels, ils se sont rendus compte à la fin que c'était purement nociplastique. Ah ouais. Donc, ils ont travaillé sur cet aspect-là. Mais il n'y a pas de... Tu sais, on ne peut pas dire après 3 mois, c'est nociplastique. Il y a d'autres composantes aussi qu'on va regarder dans la douleur. Mais ce qu'on sait, c'est que les douleurs neuropathiques ont plus tendance à devenir nociplastiques que les douleurs nociceptives. On sait-tu pourquoi? J'ai pas trouvé la réponse. Mon hypothèse, c'est que c'est parce que, les racines nerveuses se rendent à la moelle épinière, montent au cerveau. Donc, c'est plus près du système nerveux central puis c'est là que le défaut se trouve un petit peu, défaut ou problème de ressenti-sensation là, en douleur nociplastique. Parce que tantôt, tu parlais des douleurs nociceptives. On a des récepteurs plus en proximité, en fait, à distal, là, dans les extrémités. Puis on va toucher quelque chose, le message s'en va, on va percevoir que c'est chaud. Le message va redescendre pour dire « Oh, il faut que j'enlève ma main ». C'est pour ça qu'il y a un petit temps de réaction des fois quand on... mais essentiellement, la douleur neurogène, elle, va se faire différemment. Fait que ça va être plus au niveau de la racine. Mais tu disais que la douleur servait à quelque chose. Oui. Puis on n'a pas suivi là-dessus. Donc, comment elle est utile, cette douleur-là, initialement, parce qu'on s'entend qu'elle n'est pas utile quand ça fait 3 ans ou 3 mois, là. Bien, initialement, ça évite de se blesser. Exact, c'est protecteur. Exactement. Si je fais une course, on a parlé un peu, j'aime beaucoup les courses à obstacles. Si je fais un obstacle, je me vire une cheville. Si j'ai pas mal puis que je continue à courir dessus, ça se peut que ça n'aille pas bien rendu en bas. Oui. Donc, c'est vraiment protecteur. Mais là, il y a comme un bémol parce que dans les vrais ou faux, on avait dit, si j'ai mal puis que je continue, ça veut dire que j'aggrave quelque chose, pas en douleur chronique. Exact. Fait qu'il faut faire une nuance à ce niveau-là aussi. Là.
Puis en quoi ça modifie le cerveau, tu sais, avoir de la douleur parce que des fois, moi, je l'entends, les gens ont peur de prendre la médication parce qu'ils disent, ben là, si je prends la médication, ça va camoufler ma douleur. Donc, souvent, les gens vont dire, ben je suis capable d'en prendre, je suis tough, tu sais. Fait qu'ils ont peur. Jusqu'à quel point, ça serait quoi tes recommandations? En fait, j'ai 2 questions. Ça serait quoi tes recommandations par rapport à ça? Puis en quoi que ça modifie le fonctionnement au niveau du cerveau? Parce qu'on dit, la douleur, ça nous protège, mais c'est pas bon non plus. Mm-hmm. Bien, si on vient juste au fonctionnement, tu sais, les modifications du cerveau, je n'ai parlé un petit peu tantôt, les régions reliées au cerveau, l'apprentissage, la mémoire, les émotions, tout ça vient qu'à changer. Ce qui fait que des fois, même les souvenirs, ce qu'on vit, s'il y a un événement traumatique qui nous apporte notre douleur, des fois, on va percevoir cette douleur-là va rester plus longtemps parce qu'il y a une émotion associée à ça. Le cerveau a une capacité d'apprentissage. Le cerveau peut se transformer, ce qu'on appelle la neuroplasticité. Et c'est ça qu'on voit en douleur chronique. C'est que les petites connexions vont changer un petit peu. Et dans le but de nous protéger, le cerveau fait quelque chose on appelle le cerveau bayésien ou cerveau prédictif. Pour nous protéger, il va s'attendre à quelque chose. Et là, le meilleur exemple que je peux vous dire, c'est pour ceux et celles qui ont des enfants, tu sais, quand les enfants reviennent de l'école avec une lettre qui dit il y a des poux à l'école, dans la classe de votre enfant, mais tu sais, des fois, ça commence à nous piquer dans le cerveau. Ben, juste quand les patients m'en parlent. Là. Voilà. Ça, c'est le cerveau. Commence à me piquer. Ça, c'est le cerveau prédictif. OK. Tu sais, si je viens pour piquer un patient et je dis attention, ça va piquer, ben son cerveau s'attend à avoir une douleur. Donc, si je vis avec de la douleur chronique et je fais quelque chose, si je m'attends à avoir mal, ben il y a des chances que j'ai plus mal aussi. Fait qu'il y a cette capacité-là, cette attente-là que le cerveau va avoir de ressentir une douleur, ce qui pourrait potentiellement augmenter aussi le ressenti de la douleur. Oui, ça fait du sens. C'est tout interrelié. Fait que là, on disait aussi que ça se pouvait... Ben, t'étais ambivalente sur si l'imagerie est normale, c'est que c'est dans ma tête. Fait que là, ça nous amène à... Oui. On peut avoir justement peut-être cette douleur neuroplastique-là où justement, il y a plus de stimuli. La cause de la douleur initiale, elle n'y est plus. Mm-hmm. Ça s'est réparé, mais on ressent encore la douleur au même endroit. Oui. Qu'est-ce qui explique ça? 2 choses, entre autres. La neuroplasticité, donc l'endroit local. Tu sais, tantôt, tu as nommé les récepteurs. On en a plein. Fait que, tu sais, si on se cogne, les récepteurs-là vont venir sentir la douleur. Mais quand il n'y a plus d'éléments, quand il n'y a plus de lésions, des fois, ces récepteurs-là demeurent encore hypersensibles. Ce qui fait que les gens peuvent développer ce qu'on appelle de l'allodynie. Donc, je fais juste flatter et ça fait très mal. Ou de l'hyperalgésie, donc un stimuli qui est non douloureux normalement. Qui va devenir douloureux. Donc, dans le but de nous protéger, encore une fois, ils deviennent hyperactifs, hypersensibles. Et là, le message va se relayer jusqu'au cerveau, dans différentes zones du cerveau. Et la modification qu'on voit aussi au niveau du système nerveux central, puis c'est pour ça, mon petit oui et non, c'est dans la tête, dans le sens qu'il n'y a plus nécessairement de lésions. On va faire des IRM, on va faire des radiographies. Il n'y a plus rien, mais ça ne veut pas dire que la douleur n'est pas vraie. T'sais, moi, tout le monde qui vient dans mon bureau, ta douleur, elle est là, tu la ressens. Ce qu'il y a à l'imagerie... Bien, c'est intéressant que tu dis ça parce qu'on a un épisode sur les infiltrations aussi, puis Samuel, il disait que, je veux dire, il n'utilise pas tant l'imagerie pour diagnostiquer parce qu'on ferait des IRM à tout le monde ici. On trouverait de l'arthrose, de ci, de ça, puis je suis pas symptomatique de ça. Exact. Fait que là, quand tu sais que tu as quelque chose, comme les poux, tu te dis, ben là, je devrais avoir mal parce que j'ai quelque chose. Ouais. Fait que je pense que c'est un des messages qu'on veut répéter et répéter, c'est qu'il y a une utilité dans le diagnostic de certaines imageries, mais il faut qu'il y ait des indications. On fait pas ça juste pour le plaisir, parce qu'on trouve des choses qu'on veut pas. Oui. Puis, à l'inverse, il y a une douleur qui est réelle et présente sans avoir nécessairement une cause visible ou objective. C'est frustrant de se faire dire ça. Ça doit. En douleur chronique, les gens, ce qu'ils nous disent, c'est ils n'ont rien trouvé. Je suis vraiment compliquée comme cas. Ouais. C'est pas parce qu'on trouve rien à l'imagerie, c'est complexe la douleur. C'est pas parce qu'on trouve rien
que la douleur est pas vraie. Donc, tu sais, il y a des gens qui vont me dire, ben mon médecin m'a dit c'est dans ta tête. Bon, c'est le système nerveux. Le système nerveux, ben ça part du cerveau. Fait que c'est un peu ça mon oui et non. C'est dans la tête. C'est dans l'interprétation. C'est dans l'interprétation, exactement. Mais les gens veulent des réponses. Oui. J'ai mal au genou, mon ligament est déchiré. Bon, parfait, c'est pour ça que j'ai mal. Oui. Les gens veulent concrètement comprendre pourquoi ils ont de la douleur parce que ça devient un peu une incompréhension. Oui. Puis surtout quand on n'est pas capable de le justifier. Oui. C'est ça qui est étonnant. Puis, tu sais, moi, j'envoie des patients dans ma clinique où est-ce qu'on ne trouve rien à l'imagerie. Puis, il faut tolérer le fait qu'on n'a pas nécessairement quelque chose à l'imagerie, aux examens physiques pour expliquer ça. Puis là, c'est dur parce que ben je sais pas trop ce que j'ai, mais je sais que j'ai mal. Ça, je le sais. Mais tantôt, tu parlais du biopsychosocial. Ouais. Explique-nous un petit peu, parce que je pense que ça fait du sens avec ce que tu viens de dire. C'est que quelqu'un a une expérience sensorielle X, il y a de la douleur. On n'arrive pas à l'expliquer par les humbles moyens d'imagerie qu'on a. Donc, tu disais qu'il y avait d'autres composantes. Comment est-ce que tu fais cette évaluation-là? Qu'est-ce que tu recherches? Mais moi, en fait, quand je vois les gens dans mon bureau, je leur dis, ben je vais vous poser plein de questions. Même les gens se demandent, mais pourquoi tu veux savoir ça? Ouais. T'sais, dans votre vie personnelle, êtes-vous en couple? Êtes-vous séparés avec des enfants? C'est quoi le lien avec votre famille? Aimez-vous votre job? T'sais, plein de questions que les gens disent, ben ça n'a pas rapport avec la douleur, mais moi, je veux un portrait complet de la personne. Parce que c'est vraiment dans tous les aspects, dans toute la façon dont la personne vit sa vie, les habitudes de vie, le stress, les croyances ou attitudes envers la douleur. Donc, je vais vraiment ratisser très large quand je rencontre quelqu'un. Puis oui, on parle aussi de la douleur, mais il faut savoir que moi, je suis en clinique de 3e ligne. Fait que les gens, quand ils arrivent à moi, ben ils ont vu souvent, ben ils ont essayé beaucoup de médications. Des fois, ils vont avoir essayé des infiltrations. Ils vont avoir vu des orthopédistes, des physiciatres, des neurologues, des rhumatologues et tout ressort négatif. Puis ma première année de pratique, je me disais, oh my God, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que moi, je peux apporter de plus? Donc, on se tourne vers l'autogestion. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez. Moi, je pense qu'on devrait en parler de prime abord en douleur chronique. On se concentre sur la blessure. Tantôt, on l'a dit, douleur aiguë, on est très bon. Mais quand ça se chronicise dans le temps, il faut prendre un petit peu un pas de recul sur le symptôme, sur la douleur, puis essayer de regarder tout le contexte. Donc, pour revenir à ta question, le biopsychosocial, c'est un enseignement que je fais toujours dans mon bureau. La douleur, c'est biopsychosocial. Quand on parle d'aspect biologique, bien ça, c'est la blessure. Donc, si on a une blessure, si on a de l'arthrose ou de l'arthrite, c'est aussi les comorbidités. Si j'ai un diabète qui est plus ou moins bien géré, bien, je peux avoir d'autres douleurs qui se rajoutent aussi sur ça. Le système nerveux va être dans le biologique. On va parler du sommeil aussi à ce niveau-là. Puis, tu sais, j'avais lu dans une étude, plus on avance dans le temps, plus la douleur se chronicise, plus on délaisse l'aspect biologique pour se tourner vers le psychosocial. Moi, je pense qu'il faut le faire tout en même temps, là. Mais tu sais, biologique, on le sait que la lésion finit par guérir. Donc, si on continue, bien, dans l'aspect psychologique, on parlait du système nerveux, hein? Le système nerveux central, les émotions, ça passe par la même place que la douleur. Donc, c'est super important de faire un tour à ce niveau-là. On le sait que la douleur chronique peut amener de la dépression. Moi, ce que je vois souvent, c'est de l'anxiété. Les gens qui vivent avec beaucoup de stress, on a un système nerveux qui est déjà en hypervigilance. Rajoute une douleur là-dessus avec des comportements douloureux ou attitudes autour de la douleur. Tu sais, on va parler de kinésiophobie. J'ai peur de bouger. Puis c'est normal, j'ai mal quand je bouge, fait que je bougerai pas. On va parler d'algophobie. Souvent, ils viennent ensemble. J'ai peur d'avoir mal. C'est pas le fun d'avoir mal, là. Fait que ça, c'est l'aspect psychologique. Et l'aspect social, bien, dans notre vie de tous les jours, notre environnement, notre entourage. J'ai un conjoint qui me supporte super bien, je me sens écoutée. C'est malheureusement pas la réalité de tout le monde. Souvent, les gens de leur chronique vont me dire, ben,
je me sens seule, je me sens isolée, j'ai coupé mes loisirs, je vois veux pas plus être mes un amis, fardeau. je veux pas être un fardeau. On l'entend énormément. Donc, il y a ça aussi qui entre dans l'aspect social. Et aussi l'expérience passée aussi en lien avec la douleur. Ouais. Des fois, les gens vont me dire hey, j'ai eu plein de douleurs dans ma vie, j'ai continué, j'ai poussé au travers, ça a fini par passer. Moi, j'ai envie de dire, il y a un petit moment où est-ce que le système nerveux fait comme hey, OK, on va se calmer un petit peu, on va s'écouter. Et là, on est dans le nociplastique. Là. Il y a toute une notion aussi de... Je sais pas trop comment le formuler, mais au niveau de l'ego, au niveau d'un sentiment d'échec, de faiblesse, de se rendre à l'évidence, les gens vont soit s'abstenir d'en parler ou vont pousser à travers une douleur, mais finalement, tu sais, ça peut amener d'autres conséquences par la suite. Puis, est-ce qu'il y a une explication... On sait que les gens qui souffrent de problèmes de santé chroniques, là, obstant juste la douleur, sont plus à risque de dépression. Est-ce qu'on connaît le lien entre les deux? Qu'est-ce qui fait que d'avoir de la douleur chronique, ça amène plus les gens à faire de la dépression? Au niveau neuro... Ben, tu sais, on le sait qu'il y a des changements au niveau du cerveau, tous les neurotransmetteurs, puis... C'est pour ça la médication, on va l'utiliser, les antidépresseurs, parce qu'il y a différents neurotransmetteurs qui sont les mêmes, en fait, en douleur et en dépression. Puis si on pousse plus loin, moi, je pense que la douleur chronique nous amène à nous isoler, à faire moins d'activités plaisantes. On le voit souvent. On perd un peu nos repères aussi. Fait que, tu sais, c'est déprimant. Le sommeil change aussi. Fait qu'il y a plein de facteurs. S'il y en a, c'est ça. Fait qu'il y a plein de facteurs qui vont changer. Puis... Quand on se parlait, tu as nommé des choses très, très tranchées dans comment tu abordais ça, notamment la capacité d'auto-soin, qu'on va parler dans l'approche non médicamenteuse de la douleur chronique, mais aussi dans un processus d'acceptation. Ouais. Tu sais, cette espèce de barrière-là qu'il faut franchir avec le patient, de dire, OK, c'est la réalité, on ne connaît pas ce qui s'en vient. Parce qu'il y en a qui se braquent beaucoup, ils sont dans la résistance. Comment est-ce que tu abordes ça avec eux? Comment tu l'expliques? Il y a une théorie en douleur chronique qui s'appelle la théorie des petits pas. Puis on va en parler quand on va parler d'activité physique, mais ça s'applique aussi aux gens. Tu sais, moi, j'en pète des bulles dans mon bureau. Là. C'est vraiment plate. Là. J'ai comme le rôle de dire il n'y en a pas de solution miracle. C'est touché d'utiliser le mot guérison. Tu sais, la lésion va guérir, la douleur chronique. Bon, il y a certains ouvrages qui vont dire que si on s'attaque à la douleur nociplastique, on pourrait parler de guérison. Mais pour être réaliste, moi, ce que j'offre à mes patients, c'est de les aider dans l'adaptation. Puis ça commence par l'acceptation. Si on est toujours en lutte à trouver le médicament qui va me ramener comme j'étais avant, bien, on n'est pas en mode adaptation. On n'est pas en mode je vais découvrir ce qu'on appelle les facteurs modulateurs de ma douleur, ce qui l'augmente, ce qui la diminue, ce qui m'apaise. On est en lutte. La lutte maintient la douleur chronique. Fait que ça épuise. Ça épuise. Puis c'est pas facile. Puis souvent, j'ai des gens que ça va fâcher. Puis sur le coup, ils sont comme, ben, je peux pas croire que t'as pas rien de plus concret. Ou qu'il n'y a pas une médication qu'on n'a pas essayée. Ou souvent, ce que je vois, les gens qui sont dans ce qu'on appelle de l'incertitude diagnostique, on en a parlé un peu tantôt, on ne sait pas exactement. Je sais que ça fait mal, mais tout le monde me dit que mes nerfs sont corrects, mes articulations sont correctes, mais tout est correct, mais j'ai mal. Ça peut maintenir aussi. Ça fait que c'est plus difficile à accepter quand c'est pas concret aussi. Tu dirais-tu que c'est la majorité de tes patients que souvent il n'y a pas de cause visible, mettons, aux imageries? C'est-tu... Ben, qu'il n'y en a pas ou qu'il n'y en a jamais eu. J'en ai quelques-uns qui c'est un peu nébuleux. C'est pas la majorité. Ce que je vois le plus souvent, c'est, ben, il y a eu une hernie discale, il y a eu une fracture, il y a eu un accident de voiture avec un whiplash, des entorses cervicales, mais il y a whiplash qui était le... J'ai fait le mouvement, mais... Donc, un coup avec la tête violent là, vers l'avant-arrière. Qu'aux examens, il n'y a rien. On a essayé les infiltrations, donc on va porter un médicament exactement à l'endroit où il y a une lésion, mais il n'y a pas de soulagement. Il y a même des gens qui
qui vont se faire opérer au niveau du dos, mais qui gardent une douleur après aussi. Fait que c'est ce que je vois plus souvent que, bon, le nébuleux, dont on n'a absolument rien, mais il y en a aussi, là. Puis toute douleur aiguë pourrait devenir chronique. Absolument. Aussi. Ouais. On parle de détresse psychologique qui peut mener à la dépression. Tu parlais d'anxiété beaucoup. Oui. J'imagine que il y a beaucoup de comportements anxieux, d'appréhension, de scénarios catastrophes en lien avec la situation. T'as-tu des demandes d'aide médicale à mourir avec tout ce qui vient d'arriver dans les derniers mois, dernières années où on a ouvert un peu plus les portes par rapport à ça? Oui, j'en ai. T'en as eu des gens qui souffrent à un point de dire je veux mourir? Oui, il y en a à qui j'ai administré l'aide médicale. Moi, je le dis du bout des lèvres parce que c'est très tabou, même chez mes collègues avec qui je travaille, qui travaillent depuis plus longtemps que moi en douleur chronique. C'est difficile de dire bon, mais OK, tu sais, la loi a changé. Les gens non plus. Tu sais, avant, il fallait qu'il y ait un pronostic. Il fallait mourir du cancer, de l'atteinte qu'on avait. Maintenant, c'est plus nécessaire. Par contre, il doit y avoir une souffrance, on dit psychologique ou psychique, importante. Fait que ça arrive, c'est pas la majorité. Je vois souvent des idées, on appelle des idées passives de mort. Des gens qui aimeraient mieux avoir plus mal. La solution, c'est de ne plus être là. C'est ça. Ouais. Mais ce que je constate, c'est quand on ouvre cette porte-là, quand je prends le temps de m'asseoir puis de leur expliquer la loi, comment ça fonctionne en lien avec ce qu'on appelle la voie longue de l'aide médicale à mourir, quand je leur dis, ben oui, j'ai déjà eu une discussion avec un collègue un jour que techniquement, quelqu'un avec une fibromyalgie pourrait avoir l'aide médicale à mourir. Puis là, ça choque beaucoup. Puis je sais qu'il y a des professionnels qui ne croient même pas en la fibromyalgie. Mais quand il y a une détresse, une souffrance, puis au long cours aussi, ben oui, on peut le voir. Parce que c'est un peu ça aussi, la fibromyalgie. Hein, on ne le voit pas à l'imagerie. On essaie, nous, comme professionnels, de pousser. Souvent, on investigue. Puis souvent, on trouve malheureusement rien. Puis ces gens-là souffrent énormément. La fibromyalgie, c'est un des meilleurs exemples de la douleur nociplastique, la douleur centralisée. Ah ouais, hein? Okay. Je pourrais en parler pendant 1 heure juste sur la fibro. Ouais. On va te réinviter. Ça va me faire plaisir, mais c'est un des... Puis il y a toute l'étiquette qui vient avec ça. Les gens veulent pas avoir l'étiquette d'une fibromyalgie, puis... Appelons-le douleur centralisée. C'est la base, que ça soit une fibro ou ce qu'on voit ces temps-ci en neurologie, c'est un trouble neurologique fonctionnel. Donc, il n'y a rien à l'imagerie, il n'y a rien à l'EMG, mais il y a des problèmes au niveau fonctionnel. Mais ça rentre dans la même... c'est comme si le corps et l'esprit, à un moment donné, il y a un débalancement. Puis, tu sais, en médecine, on est bon, je trouve, pour séparer les deux. Hein, on s'occupe du corps physique, on s'occupe de la santé mentale. Mais en douleur chronique, c'est tellement pas comme ça. Des fois, j'ai des patients qui sont référés de la psychiatrie, puis c'est de la douleur. Oui, mais il y a aussi la santé mentale. C'est étroitement lié à cause de ce lien-là avec le système nerveux central aussi. Y aurait-il une façon de l'aborder, la douleur, quand on commence, même comme nous, en première ligne? Je pourrais parler, par exemple, d'une torsion de la cheville pour éviter qu'elle devienne justement en chronique, c'est éviter justement qu'on ait à vivre cette... on dirait que je le vois un peu aussi comme une maladie chronique. Je ne sais pas si... on parlait de la fibromyalgie, on parle du diabète, c'est des maladies qui restent dans le temps, mais pour éviter justement que ces gens-là souffrent, comment qu'on doit l'aborder, nous, en première ligne? Y a-t-il une meilleure façon? Bien, je pense qu'il y a de faire beaucoup d'enseignements sur l'autogestion. Moi, dès le départ. Oui. Moi, je suis surprise quand je vois des gens dans mon bureau qui sont... on a des listes d'attente effroyables à la clinique de la douleur, mais quand je vois les gens qui sont en attente depuis 10 ans puis qu'on leur a jamais parlé d'autogestion, qu'on a juste... 10 ans? Oui, on a une longue liste. Mais tu sais, qu'on a tenté des molécules, mais qu'on n'a pas abordé le reste. Ou ce que je vois, c'est oui, ça a été abordé, mais la personne n'était pas prête. Tantôt, on parlait d'acceptation. Si la personne n'est pas prête à accepter ça, bien, ça ne sert à rien de parler d'autogestion parce qu'elle ne l'accepte pas encore. Tu sais, j'ai eu quelqu'un dernièrement qui m'a dit, bien, pour moi, l'autogestion, c'est régresser, c'est niveler vers le bas. Mais pourtant, c'est un peu la base de vivre avec une douleur chronique. C'est quoi l'autogestion? L'autogestion, ça couvre beaucoup, beaucoup de choses. Si on regarde les statistiques, la médication en douleur chronique, on peut s'attendre à 30 % de soulagement. Donc, médication, infiltration. Puis mon message, c'est pas du tout que la médication est pas bonne en douleur chronique.
Il y a des façons de l'utiliser. Elle a sa place. C'est un outil parmi tant d'autres. Ouais. L'autogestion, c'est 70% du soulagement qu'on peut aller chercher. Et c'est ça que je trouve fascinant aussi. C'est ce que j'adore de ma job parce que c'est vraiment de fournir, garnir un coffre à outils, d'outils propres à la personne que j'ai devant moi. Tu sais, je peux pas sortir mon coffre d'autogestion puis dire voici gestion du sommeil, gestion des émotions, dosage des activités, part avec ça. Faut voir comment la personne assimile ça, c'est quoi son environnement, c'est quoi ses capacités aussi, c'est quoi sa réalité, qu'est-ce qu'elle est prête à faire aussi, parce que il y a ça. Puis j'ai toujours une crainte quand je parle d'autogestion que les gens entendent, ben là, tu penses que je fais rien pour m'aider, tu penses que c'est de ma faute. Et c'est pas du tout ça le message. En fait, c'est vous avez plus de pouvoir que vous pensez sur la douleur chronique. Donc, pour revenir à ta question, c'est oui d'utiliser la médication, oui un peu de repos, mais tu sais, on le voit de plus en plus, le repos, mettons après une entorse de cheville, 3 jours, on se remet à marcher un petit peu. Oui. Les chirurgies de hanches, et ça fait longtemps que j'ai pas été en orthopédie, mais on les lève rapidement après une chirurgie. Donc, on veut bouger, on veut que notre corps se remette en action. C'est une super de belle machine qui est faite pour avoir des défis puis pour avancer. Donc, je veux venir travailler ma masse musculaire. Je veux venir, si j'ai une blessure, souvent, il y a toute une biomécanique aussi au niveau musculaire à travailler. Je veux utiliser un peu de médication, mais je veux aussi calmer mon système nerveux. Parce que si lui part en peur, c'est là que ça peut se chroniciser. Si j'ai une douleur puis je me dis, hey, mon Dieu, je pourrais plus faire ça, ma vie va changer, et là, je pars. Ben ça entretient aussi la douleur. C'est dur pour les gens oui. Tu sais, c'est comme... c'est difficile à contrôler. Tu sais, en fait, moi, tu me dis, ton système nerveux, mais j'ai le goût de te demander comment tu fais pour savoir que ton système nerveux est parti en peur, puis qu'est-ce qui le fait partir en peur? Ben oui, c'est ça. Comment ça marche? Tantôt, tu disais qu'il y avait une portion de gestion émotionnelle qui était dans le même trajet que la douleur. Fait que j'imagine que ça se confond. Comment ça... Ben en fait, oui, ça se confond là, si on regarde au niveau neurophysiologique, mais si on regarde dans prendre soin d'eux puis autogestion, ben on va parler de méditation, de pleine conscience. Il y a même un exercice qui s'appelle le repérage somatique où on ferme les yeux et on visualise la douleur. Dans le fond, c'est de dédramatiser ou de se réconcilier avec la douleur. OK. Il y a... Ça là, je vois certains patients se dire hey, ouais, toi, je le sais. Hey, t'en as pas de douleur puis ça paraît. Ouais. Je le sais que c'est hyper difficile. Mais avec les études, on le voit que c'est l'approche. Sans doute, mais je le sais. Comment tu fais pour vendre ça à quelqu'un, là? Je me le demande encore. C'est expliqué. C'est de voir aussi... Quand on regarde les facteurs modulateurs de la douleur, les gens me disent, la température va changer quand je dors moins bien, quand je suis stressée. Ça, c'est tous des exemples de douleurs nociplastiques. OK. Fait que si on prend un pas de recul puis qu'on est capable de se dire, bon, un peu comme avec l'anxiété, puis je veux dire, j'en ai un trouble anxieux, fait que j'ai fait un peu ce travail-là, mais de se dire, bon, mes pensées partent en peur avec mes scénarios, on va respirer, on va les observer, mais c'est un peu la même chose avec la douleur chronique. Bon, j'ai une douleur, OK, est-ce que je suis en danger? Non. Est-ce que j'ai tombé? Non, OK. On respire. À quoi ressemble ma douleur? Ça, c'est le repérage somatique. Elle est à quel endroit? C'est quoi sa qualité? Elle tire, elle lance. Donc, de vraiment la regarder en face puis de dire, bon, OK, let's go. Qu'est-ce que tu me dis? Un peu comme quand quelqu'un fait une crise de panique, on va dire de nommer des choses ou de peut-être essayer de se concentrer sur quelque chose de spécifique pour calmer la spirale. Là, exactement. J'imagine. Oui, il y a beaucoup de spirales, beaucoup de cercles vicieux en douleur qu'on va essayer de briser, mais c'est pas facile. Non. Il n'y a personne qui a dit que c'était facile, mais je pense que ça prend de l'ouverture. Ouais. Des fois, les gens, quand ils ont tout essayé, t'arrives au bout puis tu dis, mais j'y crois plus. Fait que comment est-ce qu'on regagne à y croire? Ouais. Ça revient avec notre théorie des petits pas, un peu à chaque jour. Dans n'importe quoi, là, de trouver une activité plaisante, de mettre ses limites quand on fait quelque chose, de doser nos activités. Des fois, les gens disaient, avant, je fonctionnais comme ça. C'est tout ou rien.
j'y allais à fond ou j'y allais pas du tout. Faut revoir ça un petit peu. Mais c'est pas facile parce que ça exige un travail sur soi. C'est pas passif. Puis c'est ça qui est difficile parce que c'est pas passif puis on n'a pas des résultats instantanément. Est-ce qu'il y a un professionnel qui peut accompagner? Tu sais, par exemple, on voit un patient en bureau, on a prescrit de la médication. Quand est-ce qu'on est rendu à parler de l'autogestion? Est-ce que c'est dès le départ? Moi, j'en parlerais dès le départ. OK. Oui. Oui, c'est sûr. Aussi. Ça fait partie du traitement. Comme la médication va donner 30 de bénéfices, va permettre à la personne aussi peut-être de passer mieux à travers la situation. Mais je vois vraiment, moi aussi, l'autogestion comme étant partie centrale. Pour éviter, justement, que ça se détériore, pour éviter qu'on vous les réfère parce qu'il y a tellement d'attente. Mais est-ce qu'il y a un professionnel plus... on peut donner des trucs en bureau, mais quelqu'un qui pourrait accompagner, est-ce qu'il y a un professionnel plus spécialisé? Est-ce que ça serait peut-être plus un psychologue à ce niveau-là? Bien, tu sais, si on regarde à la clinique de la douleur, tous les professionnels qu'on a, il y a des anesthésiologistes qui travaillent avec nous, puis un omnipraticien, mais on a des psychologues, des ergothérapeutes, une physiothérapeute, mais tu sais, des fois, je verrais aussi un kinésiologue. Fait que c'est de se remettre en action avec tout l'enseignement de l'autogestion, mais en autogestion, il y a un beau programme aussi en ligne que vous pourriez donner à tous vos patients déjà, qui s'appelle le programme Agir pour moi. C'est sur le site gérersmadouleur.ca. C'est un programme qui se fait en 8 semaines. C'est super bien fait. Il y a des capsules pour les gens qui ont même des céphalées, des maux de tête. Si c'est plus difficile de lire sur un écran, vous pouvez vous le faire lire. Puis, tu sais, moi, je dis aux gens, oui, il est fait sur 8 semaines, mais tu sais, allez-y s'il y a des thématiques qui vous intéressent plus que d'autres. Est-ce qu'il y a des frais? Non, c'est gratuit. Il faut se faire un profil parce que ça suit un petit peu l'évolution quand on le regarde. Il y a même un PDF qu'on peut remplir et ça nous amène à se poser des questions, des réflexions. Fait que ça, c'est un bon outil pour débuter. C'est ça. Ça se fait pas sur un cellulaire, tablette ou ordinateur pour le programme. Mais ça, c'est très accessible. Fait que, tu sais, ça, j'en parlerai, moi, dès le début, là. On était dans l'explication de la douleur. Je pense que j'ai trouvé ça super clair. On parle de l'impact de la douleur sur les individus. On parlait du risque de dépression, de l'anxiété, de l'isolement. Tu m'avais parlé aussi des gens se sentaient coupables. Comment est-ce que les gens expriment cette culpabilité-là? Peut-être d'être un fardeau, on parlait tantôt. Oui, mais ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont juste se refermer sur eux-mêmes et dire « je ne veux pas être un fardeau ». Il y a d'autres personnes qui vont dire « ben je veux pas que ça apparaisse, fait que je vais le faire pareil. Je vais me pousser ». Ça aide pas, ça non plus. Puis je les comprends. Ben oui. Je les comprends absolument. tellement. Ça doit vraiment être difficile de se rendre à cette évidence-là, d'aller chercher de l'aide aussi, mais il y en a de l'aide. Parlons de l'approche, là. On parlait de l'autogestion, on a effleuré la médication. Si on prend rapidement la médication dans les vrais ou faux, ou un des mythes que tu as nommé était que l'utilisation des antidépresseurs était très mal perçue par des gens qui avaient de la douleur chronique parce qu'ils se disent pas déprimés. Comment tu réponds à ça? En fait, moi, ce que je leur dis, c'est que c'est pas une dépression que je veux traiter. C'est juste parce que le médicament, l'antidépresseur, au niveau du système nerveux, va venir jouer sur les mêmes neurotransmetteurs. Donc, les mêmes connexions qui se font dans mon cerveau. Fait que des fois, on vient les calmer avec cette médication-là. Puis c'est tellement fréquent parce que même en première ligne, moi, ça m'arrive d'initier un médicament qui est dans la classe des antidépresseurs pour des douleurs chroniques. Puis le regard des gens change parce que, tu sais, on se doit d'expliquer le médicament, les effets secondaires, etc. Mais des fois, je leur dis, si je vous avais dit là, que je vous prescris quelque chose qui est un inhibiteur de la norépinéphrine, et puis ça va aider pour votre douleur, vous allez me dire, c'est où que je signe? Exactement, oui. Mais parce qu'il y a l'étiquette antidépresseur qu'il faut classifier les médicaments, c'est plus... Fait que je pense qu'il y a un grand besoin d'expliquer, mais de rassurer les gens qu'une médication comme un antipsychotique, qui est dans la classe des antipsychotiques qui fait ultra peur, va être utilisée pour quelque chose d'autre que la psychose. Oui. Ben, c'est comme si on regarde notre fameux Lyrica Neurontin qu'on va utiliser en douleur neuropathique. Ben, c'est un anti-épileptique. Oui, exact. C'est vraiment ça. Puis j'ai envie de rajouter par rapport à la médication,
il y a plusieurs molécules qu'on peut utiliser. C'est des molécules différentes. Et des fois, ce que les gens disent, c'est « je prends tellement de médicaments pour ma douleur, ça doit être grave ». Mais en fait, c'est que la douleur, ça touche à tellement plein de choses. Il y a plein de neurotransmetteurs, il y a plein de choses qui se passent dans le corps. Fait que quand on veut aller bloquer les récepteurs avec le médicament, bien, c'est des médicaments différents pour bloquer différents récepteurs. Fait que, tu sais, ils agissent toutes de façon différente sur la douleur et des fois, de les utiliser ensemble, bien, on a plus intérêt à aller toucher différentes sphères ou différents aspects au niveau des cellules. Le médicament parfait qui va sur tout n'existe pas. Tu vas essayer d'aller intervenir sur différents patterns ou différents chemins de la douleur pour optimiser la gestion des symptômes. Puis, tu disais que 30% était... En fait, 30% de l'amélioration de la douleur était reliée à la médication, mais que 70% dans l'autogestion. Oui. On a parlé d'apaiser le système nerveux central par la méditation, par la respiration. Quelles sont les autres modalités pour les patients? Bien, c'est sûr qu'on va regarder tout ce qui entoure le sommeil. Oui. Hein, quand on dort moins bien, le cerveau devient plus sensible aussi à la douleur. Il y a des changements qui se font. Donc, on va regarder le sommeil. On va regarder la routine de sommeil aussi. Qu'est-ce que tu dis à tes patients pour optimiser la routine de sommeil? Bien, d'avoir une routine fixe. Le cerveau, le corps aime ça avoir des habitudes. Donc, de toujours faire les mêmes choses avant d'aller se coucher pour que le cerveau se mette en mode de, OK, on s'en va se coucher, on s'en va se calmer. Mais oui, notre faire mieux, le cerveau basien prédit tout le temps. Il veut nous sauver. Donc, d'avoir la même routine, de couper les écrans aussi avant le sommeil. Combien de temps avant? Ça serait minimalement, là, parce que dans la réalité, c'est pas toujours facile. Oui. 1 heure. 1 heure. Moi aussi, je dis 1 heure. Ouais. Puis si 1 heure, c'est trop, bien, vous commencez par 10 minutes. Ben puis vous oui, augmentez, puis vous y allez à petits pas. C'est notre théorie des petits pas. Donc, le sommeil, on va regarder à ça. OK. Là, on a parlé, méditation, respiration, pleine conscience, cohérence cardiaque pour apaiser. On va regarder la gestion des émotions. Ça, c'en est un gros. Des fois, ça va passer par gérer mon anxiété pour que la douleur soit moins intense. On va regarder l'exercice physique. Super important. Super important. Encore là, théorie des petits pas. Aller bouger, aller prendre de l'air. Si c'est 5 minutes, ça sera 5 minutes. As-tu une activité particulière ou c'est vraiment de bouger, Ben, que ça soit la marche? Bien, c'est selon la capacité. La marche en est un bon. Mais c'est ça, encore là, c'est selon la capacité, mais de bouger, augmenter nos fréquences cardiaques, de faire du renforcement musculaire aussi. Si je me dis, je choisis la marche, aujourd'hui, je vais faire 5 minutes. Franchement, 5 minutes, là, les patients me disent ça. Voyons, Sophie, là, je marchais 1 heure avant. Ouais, c'était avant. Et là, on se remet en action. Ça ne veut pas dire que vous ne remarcherez jamais 1 heure, mais commencez par 5 minutes cette semaine. Un peu à tous les jours. Puis après ça, on en rajoute un petit peu. Fait que c'est vraiment de bâtir nos habitudes tranquillement, des nouvelles habitudes qui sont peut-être plus en harmonie avec cette douleur-là. C'est vrai que la douleur prenne le dessus. En fait, c'est ça le message quand je vois des patients. Tu sais, c'est je peux vous aider à être plus outillé pour vivre avec la douleur, puis que ça soit pas la douleur qui mène puis qui gère. Quelqu'un qui aurait une super bonne autogestion, on s'entend, c'est 70% quand même, tu nommais d'efficacité. Est-ce que vous faites de la déprescription? Dans le sens jusqu'à là? Moi, je fais énormément de déprescription. Donc, retirer des médicaments parce que les gens gèrent vraiment bien la douleur. Je comprends ta question, mais je pense qu'elle... C'est plus dans un autre sens. Moi, je fais de la déprescription parce que des fois, les gens se ramassent avec des doses très élevées qui font pas nécessairement plus effet, mais qui ont beaucoup d'effets néfastes. Oui. C'est des médicaments qui vont agir sur le système nerveux, ça peut endormir, ça rend plus amorphe. Il y a des effets secondaires au long cours aussi, si on regarde les opiacés. Fait que oui, beaucoup de déprescription. Puis on en voit des gens qui ont avec le temps, qui ont une bonne autogestion puis qui ont diminué grandement leurs médicaments aussi. Là. Encore là, c'est pas de dire que la médication n'a pas sa place. Non. Mais il ne faut pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Puis la médication, c'est pas la panacée en douleur chronique. C'est rarement
Ouais. C'est rarement la panacée. Oui, Tu sais, ouais. en diabète, en hypertension, Ouais. la médication va venir aider. C'est un outil, mais essentiellement, l'activité physique, les habitudes de vie, c'est encore plus bénéfique. Tantôt, Sophie, tu parlais de la douleur neuroplastique. Oui. Qu'il y avait... Comment on règle ça? Est-ce qu'on arrive à reconditionner le cerveau pour lui dire, hey, finalement... Arrête. Il y en a plus, Calme-toi là. un petit peu. Oui, ça se peut. Est-ce qu'on parle de guérison complète? Ouais. J'ai pas assez de recul, je pense, dans ma pratique pour pouvoir dire ça. Mais oui, on peut faire en sorte que le système d'alarme soit moins intense. Fait que ça se fait, mais c'est un travail quotidien à tous les jours. Mais le cerveau a cette belle capacité-là de s'adapter. Comment on fait? On en fait un petit peu à chaque jour. Via les habitudes de vie, dans le quotidien, prendre soin de soi, prendre soin de sa santé mentale, faire des activités plaisantes. Des fois, on devient tellement envahi par la douleur, les tâches qu'il faut faire au quotidien, qu'on oublie de faire des activités plaisantes, mais c'est pas banal. Il se passe des choses le fun aussi dans le cerveau quand on fait une activité plaisante au niveau des endorphines, on a du plaisir. Ça aussi, c'est à encourager, là. Donc, ça serait correct aussi. Il faut bien la traiter, avoir une bonne approche au niveau de la douleur. Donc, même nous, en première ligne, de prescrire de la médication, donc des anti-inflammatoires, de l'acétaminophène aussi, dès le départ, ça serait correct. Mais l'acétaminophène, c'est vraiment la base, là. C'est vraiment... Puis souvent, les gens vont dire « Ah non, j'en prends, ça m'aide pas. » Prenez-en un petit peu... de plus longtemps. Plus régulièrement. Les gens prennent une dose, puis ça marche pas, ça règle tout. Mais essentiellement, il faut se donner un petit peu de recul, puis que ce soit la bonne dose aussi, sans en prendre trop. Oui, sans en prendre trop. On ne veut pas dépasser notre 4 grammes par jour. Les anti-inflammatoires, ça commence à être controversé. C'est comme si l'inflammation dans le corps est démonisée. Oui, alors qu'on en... Mais elle est utile. Oui. Oui, l'inflammation, quand on fait une lésion, un tissu, il y a tout un processus inflammatoire qui se met en place. Naturel. Donc, des médiateurs médiateurs chimiques qui vont venir aider à nettoyer le site, à ce que les tissus se guérissent. Fait que si on prend un anti-inflammatoire puis qu'on vient couper ce processus-là, on s'aide pas nécessairement. Non, il y a un petit peu plus d'études qui commencent à dire que, bon, anti-inflammatoire au long cours, bon, ça pourrait favoriser la chronicisation de la douleur. Okay. Mais encore là, je sais que c'est utilisé, puis... Fait que, c'est à double tranchant, mais comme plusieurs molécules en douleur chronique, là. Puis, quotidiennement, au long cours, les anti-inflammatoires, bien, au niveau intestinal, ça peut causer des ulcères. C'est pas super bon pour l'estomac, les reins aussi. Fait qu'il faut... La pression. Donc, oui, on leur place avec un bémol. Mais comme pas mal de médicaments aussi, là, j'ai envie de nommer les opiacés, entre autres. Puis c'est sûr qu'on a eu la crise des opiacés qu'on a vu dans les médias. En douleur aiguë, opiacés, oui. En douleur chronique, ça favorise la centralisation de la douleur. Puis, bien, on s'habitue rapidement, donc on se retrouve à augmenter les doses. Puis là, on peut causer ce qu'on appelle de l'hyperalgésie aux opiacés. Donc, ça fait l'inverse. Les gens ont plus de douleur malgré des doses élevées parce que c'est comme si les récepteurs deviennent un petit peu tout mêlés puis ils deviennent hyper sensibles parce qu'ils sont habitués d'être complètement éteints par l'opiacé. Donc, ça fait peur. Tu sais, les recommandations de Santé Canada en termes des doses d'opiacés qu'on ne devrait pas dépasser par jour, bien, des fois, moi, je vois des gens qui en ont beaucoup plus. Puis quand je leur dis, bien, on pourrait diminuer, bien, ça fait peur. J'ai mal. Tu ne baisseras pas mon narcotique, j'ai mal. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en diminuant tranquillement, mais il n'y a pas nécessairement plus de douleur. Des fois, il y en a moins même quand on est dans des cas d'hyperalgésie aux opiacés. Sophie, on est rendu à notre segment spécial avec la question OIQ, qui est un fier partenaire du projet. Comme tu le sais, la mission de l'Ordre, c'est de protéger le public. Oui. Toi, dans ta pratique comme IPS, comment est-ce que tu t'assures d'avoir une pratique sécuritaire? Je collabore beaucoup
avec on dit médecins partenaires, mais avec les anesthésiologistes, algologistes avec qui je travaille. Parce que, tu sais, il faut savoir que quand on regarde, exemple, les algorithmes de douleur qui nous disent, bon, utilisez telle affaire, les lignes directrices, quand ils arrivent à moi, ils l'ont déjà tout fait. Puis des fois, dans l'algorithme, il y a, selon expert à la clinique de la douleur. Je suis comme, c'est moi, ça. Donc, je travaille beaucoup en collaboration. Je me questionne constamment dans mes pratiques. Puis je regarde la littérature aussi. Formation continue. Il y a de plus en plus, on parle de plus en plus de douleurs neuroplastiques, on en parle. Ouais. Il y a de plus en plus de formation à ce niveau-là aussi. Fait que je vais toujours me garder à jour aussi. Puis je m'assure d'être sécuritaire là, dans les traitements là, que je prescris. J'aurais envie de te demander, avant qu'on conclue avec nos messages clés, tu sais, ça ressemble à quoi une journée dans la pratique d'une IPS en douleur chronique? C'est tellement varié, là. Ma semaine, il n'y a pas une journée pareille. C'est sûr que je vois des nouveaux patients, je fais des nouvelles consultations. Dépendamment des pathologies, dépendamment de ce qui a été fait, je vais faire certaines infiltrations, ajouter de la médication. Il y a certains traitements qu'on fait juste en clinique de douleur que je vais faire aussi. Mais tout ça, ça vient avec l'enseignement. Enseignement sur l'autogestion, moi, ça fait partie de tous mes enseignements. Dans les formations qu'on suit, il y en a même qui disaient, quand vous prescrivez un médicament, prescrivez aussi quelque chose de non pharmaco. Il y a même des études sur la marche en forêt, la pleine conscience. Donc, la base de ma prise en charge, c'est de l'enseignement, démystifier, écouter. Je prends beaucoup de temps avec mes patients. J'ai la chance de pouvoir passer 1 heure et des fois plus en consultation. Je fais de l'enseignement aussi. On a un groupe d'enseignement toutes les semaines. On se partage l'animation entre les différents professionnels et moi. Les gens viennent. Ça fait des super de beaux échanges. Donc, j'anime certains de ces groupes-là. Groupes pour les patients? Oui, des groupes pour les patients. Oui, je voulais qu'on en parle rapidement parce que des fois, on le sait dans la littérature que les groupes de soutien, peu importe pour quelle problématique, c'est ce qui est de plus une des choses les plus bénéfiques. Donc, toi, tu animes des groupes de soutien pour la douleur chronique. Oui. Tu sais, parce qu'il y a quelque chose de très, très puissant d'échanger avec des gens puis que la personne puisse dire, tu sais, je comprends, alors qu'un professionnel de la santé va de façon très théorique dire qu'il comprend puis qu'il reconnaît. Mais puis, je l'ai vu avec mes patients, je l'ai vécu personnellement de profiter d'un groupe de soutien puis c'est extrêmement aidant. C'est un travail qui est très, très, très multidisciplinaire, la douleur doit être prise sur à plusieurs niveaux. Là. Oui, vraiment. Qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent aujourd'hui? Qu'il y a de l'espoir, que c'est pas la seule chose, que ça n'a pas besoin de prendre toute la place dans une vie, que vous avez plus de pouvoir sur votre douleur que vous pensez. C'est pas facile. Puis j'ai même des collègues qui disent c'est pas sexy, l'autogestion. Mais il y a vraiment beaucoup de pouvoir dans ça. Puis beaucoup d'outils qu'on peut aller s'approprier. Il faut juste donner le temps, puis être bienveillant aussi envers soi-même, puis être patient. Merci tellement, Sophie. Je comprends très bien. Tu as ta place en gestion de la douleur. Tu es super calme, tu as une voix apaisante, tu es douce. Les patients sont très chanceux de pouvoir bénéficier de tes soins. Puis merci d'avoir pris le temps de te déplacer, de venir nous en parler. On va sans doute cogiter sur une autre série avec d'autres problèmes de santé chronique pour informer les gens. Mais si jamais vous sentez que cet épisode-là est utile pour un de vos proches, n'hésitez pas à le partager, puis de suivre l'IPSQ sur les réseaux sociaux. Alors, d'ici là, prenez soin de vous.